Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette vidéo qui sera encore en mode podcast. Bienvenue dans notre podcast. Suzette FM avec Suzette. Du coup, je suis accompagnée de mon amie qui nous a appelé la super licorne. Et toujours moins. J'avais pas prévu de vous refaire un podcast aussi vite, mais en même temps, il y a eu plein de sujets intéressants au mois de mars et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. Vous avez sans doute remarqué que nous sommes en juin. C'est ce qu'on appelle un échec critique. Le premier sujet du coup pour ce beau mois de mars, Et c'est encore un échec critique. une loi qui est passée aux États-Unis qui s'appelle la loi MOCRA. Elle a été votée en 2022. Elle commence à avoir des impacts maintenant. En fait, c'est une nouvelle régulation qui va changer complètement le marché des cosmétiques. On a hâte. Actuellement, le maquillage aux États-Unis et les cosmétiques en général sont régulés par la Food and Drug Administration, qui est en fait un organisme qui est un peu à la ramasse, qui a pas beaucoup d'argent. Comment ça, une administration un peu à la ramasse qui n'a pas beaucoup d'argent? Les États-Unis, quoi, tu vois. Oh, Tu rajoutes la corruption et tout ça, c'est beau les que États-Unis. des choses qu'on aime. C'est ça, donc actuellement pour les cosmétiques ils régulent pas grand chose en fait. C'est un beau bordel, c'est pour ça que tu as plein de produits qui circulent là-bas qui sont plutôt dangereux, par exemple des crèmes blanchissantes pour les peaux noires à base de mercure, le truc qu'on aime. Je vois pas. C'est toxique le mercure? Un petit peu, ouais. Ah bon? Oh. J'ai un doute. Ils ont décidé, et c'est plutôt positif, de changer un peu tout ça. Donc la loi MOCRA, ça permet de donner un peu plus de pouvoir à la Food and Drug Administration, notamment en matière de contrôle. Actuellement, en fait, quand il y avait un problème, les entreprises pouvaient le déclarer à la FDA de façon volontaire. Ok, oui, ce qui est normal. Ben en fait, maintenant, ça va être fait de façon obligatoire. Ce qui est d'autant plus normal. Oui, parce que disons, par exemple, quand tu as des cas qui n'arrivent jamais, où tu as de l'amiante qui se retrouve dans du maquillage pour enfants, je pense que c'est bien que les autorités soient au courant, tu vois. Oui. Mais du coup, ça va pas être que les ingrédients, ça va être aussi les contaminants. Bah, les cas où ils découvrent quelque chose de pas bien. Maintenant, pour ce qui est des ingrédients, et qui est le cas qui est le plus intéressant, ils vont être obligés de déclarer en fait leurs produits avec la liste des ingrédients et à quoi il est censé servir. Et la mettre à jour aussi, parce qu'un truc très important à savoir pour les cosmétiques, c'est que souvent tu as des reformulations qui sont faites de façon complètement opaque en fait. Du coup, parce que le produit que tu achetais il y a un an et le produit que tu achètes maintenant, parfois c'est pas du tout le même en fait. Et c'est pour ça qu'on trouve des différences de qualité dans les Aussi. produits qu'on connaissait bien. Typiquement, il y a un cas il y a pas longtemps qui avait fait assez scandale, c'était Morphe, qui est surpris. Oh. Morphe qui, leur palette la plus populaire en fait, c'était la palette en collaboration avec Jaclyn Hill qui était une palette vegan, qu'ils ont reformulée, donc ils ont reformulé à base de carmine, qui est en fait un colorant fait à base d'insectes écrasés, qui du coup n'est pas du tout vegan, hein, sauf qu'il était toujours vendu dans la section vegan. Et du coup, il y avait toujours l'estampe vegan derrière? Et il y avait toujours le truc vegan, je crois, derrière. Donc c'est pas plus mal que quand ils le changent, ils mettent pareil à jour leurs composants. Enfin, c'est tellement logique. Parce que dans l'inverse, quand ils vont sur quelque chose qui est plus vert, plus... Ouais, ils le mettent bien, oui. Ah ouais, là ils refont un rebranding en mode « Hey, regardez, on a trop fait les choses bien !» Alors que... Lady Gaga. Ah, on pourra en parler de Slam, on pourra en parler. Donc, du coup, ce que je disais, voilà, c'est qu'ils vont devoir déclarer et mettre à jour leur liste d'ingrédients. Sauf que ça pose quelques problèmes et ça peut potentiellement détruire le marché des marques indépendantes. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce qu'en fait, tu as actuellement dans les peu de choses que contrôle la FDA, ce qui est quand même un peu dommage, une liste de colorants qui n'est pas autorisée autour des yeux. Oui, comme pour les pigments pressés. Voilà, et alors exactement, en fait ce qu'il faut savoir c'est que les pigments pressés, je pense que vous avez tous entendu l'explication qui vous dit c'est des trucs qui sont pressés de façon différente que les fards à paupières et tout. Alors en fait à la base c'est juste un code pour dire ça contient des colorants qui ne sont pas autorisés par la FDA autour des yeux. C'est pour ça que vous voyez souvent au dos de vos palettes un label avec marqué non autorisé autour des yeux, ce qui est quand même un peu particulier quand t'achètes une palette de fards à paupières. Mais souvent, tu vois, t'as marqué fard à paupières et pigments pressés. C'est parce qu'en fait, c'est un contournement de la régulation, tu vois, en mode mais non, je n'ai pas vendu des fards à paupières, regardez, c'est des pigments pressés. Et ils doivent savoir que ça se met totalement ailleurs, genre sur les clavicules ou sur les joues. C'est évident. C'est évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces colorants qui sont déconseillés par la FDA, du coup, sont parfaitement autorisés et parfaitement acceptés en Europe. Par l'Union Européenne, qui est quand même un peu plus en avance que les États-Unis au niveau des cosmétiques, notamment au niveau des perturbateurs endocriniens. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est pour ça que vous avez ces petites marques-là au dos des packaging pour dire ne mettez pas sur vos yeux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est les États-Unis, le sport national là-bas, c'est de faire des procès.
Et donc tu as régulièrement en fait des marques qui se font épingler à ce niveau-là par des gens qui les poursuivent en justice parce qu'ils vendent ces palettes avec marqué le pas autorisé autour des yeux. Il y a des cas où ils ont été obligés de payer, en fait, où c'est les cas où tu as des photos de promotion qui utilisent les fards qui sont déconseillés autour des yeux. Typiquement, ça a été le cas de Huda Beauty qui avait fait une palette avec du jaune électrique. Tu avais eu Morphe. Encore Pour la palette en collaboration avec James Charles. Tu avais eu la marque de James Charles, Painted, qui tu te dis qu'il aurait appris la première fois avec Morphe, mais non, il a fait la même connerie quand il a sorti sa marque à lui. S'il apprenait des choses, lui on le saurait. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très connu et qui est très utilisé comme contournement, sauf que du coup maintenant, comme ils sont obligés de déclarer la liste des ingrédients du produit avec l'usage que tu es censé en faire, ben ça va poser 2-3 soucis. La loi entre en application en décembre 2024 apparemment. Donc je pense qu'il va soit y avoir de très grosses reformulations, soit il va y avoir beaucoup de braderie pour la fin d'année. Donc préparez-vous, vous allez faire de bonnes affaires je pense pour le Black Friday. Si vous ne tenez pas à vos yeux, faites des affaires. Non mais en vrai ces pigments-là ils sont sûrs pour les yeux. Moi j'évite d'en acheter parce que j'ai les yeux sensibles et que je sais d'expérience que ces pigments-là, ben... Ça passera pas pour tes yeux. Ça passera pas pour mes yeux, ça peut laisser des taches aussi dans certains cas. Ah oui, tout ce qui est rose, etc. Exactement. Qui te laisse des belles traces à la fin. Des belles traces de rose sur tes yeux, bah en fait c'est ces pigments-là. Ce qui me fait d'ailleurs dire aussi au passage que là où ça va causer 2-3 soucis en fin d'année, c'est que parmi les pigments qui sont désapprouvés par la FDA, tu as les pigments rouges qui sont à peu près tous désapprouvés sauf un seul qui est la carmine, pigment qui n'est pas vegan parce qu'il est fait à base d'insectes écrasés. Voilà. Donc niveau des fards à paupières rouges qui sont quand même assez réputés dans plein de... Enfin qui sont quand même assez répandus dans plein de marques indépendantes parce que c'est le truc qu'ils utilisent pour se démarquer. Donc je pense que va y avoir 2-3 soucis à ce niveau-là, que tu vas avoir soit des marques qui vont fermer parce que la reformulation ça coûte cher, soit qui vont devoir abandonner le vegan. Dans les deux cas, ça pue pour eux. Alors après, c'est pas comme si le marché était saturé et qu'on va pas pouvoir se passer un peu de plusieurs marques qui sont là et qui gravitent. Hein. Mais bon, ça fait quand même... Après, les marques textiles, les marques de maquillage ont fermé. Disons que c'est un marché qui est ultra concurrentiel, donc déjà pour te lancer, c'est un peu difficile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas énormément de marques indépendantes en France, entre guillemets. Enfin, je connais pas des masses. Donc on verra ce que ça donne pour la fin d'année, mais pour l'instant je prédis soit des fermetures de marques qui n'auront pas les moyens de reformuler, mais parce qu'en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est que la plupart des marques indépendantes, comme je dis, comme on n'en a pas beaucoup en France, elles viennent du marché américain ou elles misent beaucoup sur le marché américain, donc elles sont obligées de s'adapter. Donc là ça va être s'adapter ou mourir. Ou alors elles vont avoir des procès, et elles pourront quand même pas les régler. Oui, parce que le procès c'est le sport national, comme j'ai dit là-bas. Voilà. C'est la partie négative, mais je tiens à dire quand même que globalement c'est très positif parce que ça va permettre quand même de virer la merde de là-bas. Oui, donc, on va pas virer que des marques, on va aussi virer certains produits qu'on n'a pas du tout envie de retrouver. Genre les crèmes blanchissantes à base de mercure, comme j'ai dit, qui est quand même le truc qui me choque le plus, que ce soit vendu et que ce soit aussi populaire là-bas. Ce qui est très rigolo, c'est qu'en Rome antique, les femmes mettaient des crèmes à base de plomb sur leur visage pour blanchir. C'était ça faisait un pigment. Hein, c'est exactement ça. Pigment blanchissant, du coup elles le mettaient sur leur peau, sur leurs dents. Même ça on a arrêté, je vois pas pourquoi est-ce qu'on régresse avec le mercure. Parce que c'est un produit qui est vendu à destination des femmes déjà de base, donc comment dire que les gens s'en foutent. Et alors les femmes noires, comment vous dire personne n'en a rien à battre. Voilà. Yeah. Donc bon, ça pour dire du positif et du négatif, mais je suis assez curieuse de voir comment ça va tourner pour la fin d'année. Ouais. Oh oui. Et d'ailleurs, deuxième sujet au passage, vu qu'on est dans le légal. Donc c'est une petite marque indépendante qui s'appelle Blend Bunny, qui est en train d'exploser ces derniers mois en fait, parce que j'en entends parler partout au niveau des petits youtubeurs qui suivent les marques indépendantes, parce que les crocs, c'est un autre sujet. Donc, Blend Bunny, je disais, a reçu aussi une menace légale en fait, c'est ce qu'ils appellent une cease and desist, par une autre marque en fait pour une infraction au copyright, pour le terme grunge. Ce que je trouve fabuleux. Ici le professeur Josette, experte en tout. Je me permets d'apporter une correction. Ce dont mes deux collègues vous parlent ici n'est pas une infraction au copyright, mais une infraction au trademark. Le copyright est une notion de droit d'auteur qui s'applique aux œuvres. Le trademark est une protection pour les noms.
images ou logos commerciaux. Par exemple, l'histoire d'Harry Potter est protégée par le copyright. Le nom d'Harry Potter est protégé par le trademark, tout comme le nom des autres personnages. C'est une erreur très commune qui n'est pas grave, sauf quand tu as consacré une vidéo entière de ta chaîne YouTube au sujet. Là, c'est ce qu'on appelle un échec critique. C'est fabuleux parce que les infractions au copyright, C'est toujours une trademark. et on pourrait y avoir des dizaines de marques épinglées par des dizaines d'autres. Et non, c'est juste pour un terme qui est quand même très générique. Au hasard, ça doit être la Ouda ou un truc comme ça. Alors, c'est pas Ouda, c'est une petite marque qui, à part de ce que disait Blend Bunny, ça vient d'une toute petite marque indépendante que je vais pas citer parce que je les ai trouvés dans la database, mais j'ai pas envie de leur faire de la vue. C'est disons que quand tu fais des trucs comme ça, c'est pas ouf. Qui ont menacé du coup en justice Blend Bunny. Mais Mais la palette, elle se ressemble vraiment ou pas c'est du juste, tout. Pas c'est du vraiment tout, juste c'est le le terme. Copyright, c'est le terme. Ce que je trouve fabuleux, c'est que ceux qui suivent les tendances savent que c'est la tendance grunge et que tu as eu notamment Huda Beauty qui a sorti une palette de grunge. J'ai eu aussi, j'ai vu dans les trademarks L'Oréal qui sortait des produits avec marqué grunge, tu vois. Mais la petite marque, tu vois, elle a pas poursuivi Huda Beauty ou L'Oréal. Hein. Ah bon? Est-ce que t'as vraiment envie de te coller les avocats de L'Oréal sur le dos? Je ne pense pas. Même de Ouda, hein. T'as pas trop Pas envie. bon, alors, par contre, la petite marque à côté, ça va y aller, oui. Blend Bunny a décidé de brader leur palette qui est sold out actuellement et qui sera plus refabriquée. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, j'ai appris du coup que c'était une pratique assez courante dans l'industrie des marques indépendantes. Par exemple, Glamlite, qui est une autre marque qui est très populaire parce qu'ils font des palettes à base de bouffe et de films d'horreur dernièrement, qui s'est fait poursuivre à l'époque pour le terme Glamlite, qui a dû dépenser des dizaines de milliers de dollars en fait en action en justice pour garder le terme Glamlite. Non mais ça me tue. Mais en fait, c'est un moyen très répandu aussi de tuer la concurrence. Bah oui, mais je sais pas, peut-être que pour tuer la concurrence, il faudrait faire des produits qui se démarquent. Oui, mais non. Enfin, en fait, c'est mon avis, après, c'est vrai que je ne connais pas du tout en commerce, mais... Et le dernier sujet du coup que j'ai gardé pour ce moment, Charlotte Tilbury. Ah, Charlotte, Charlotte. notre amie. Charlotte Tilbury, elle a fait pas mal parler d'elle ce mois-ci, mais c'était assez rigolo. Elle a commencé à casser du sucre sur le dos d'une autre marque qui s'appelle ELF. Oh, étonnant. Parce que ELF est une marque en fait qui est spécialisée dans ce qu'on appelle les dupes. Alors, qu'est-ce que c'est un dupe pour ceux qui le savent pas? En fait, c'est des produits qui sont là pour reformuler en gros des produits plus chers. Qui reformule, qui copie, qui... C'est pas vraiment de la copie en fait, c'est qu'ils ont réussi à retravailler le truc pour avoir une formule qui soit extrêmement similaire. Mais au final, tu vois, le packaging et tout ça, c'est pas la même chose. C'est juste qu'ils ont réussi à faire le même produit au final dedans pour moins cher. Voilà, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas une contrefaçon, parce qu'une contrefaçon c'est quelque chose qui est vraiment fait pour te faire croire que c'est le produit original. Voilà, donc avec tout le packaging qui est similaire, mais le dupe ça va être vraiment dans la formule et pas dans le Dans la packaging. formule, c'est juste vraiment je vends le même produit pour moins cher. Donc il vaut mieux avoir un dupe qu'une contrefaçon. C'est ça, clairement les contrefaçons, fuyez. Ne faites jamais ça, c'est la pire idée du monde. Vous savez pas trop où c'est fait, mais c'est surtout que vous pouvez vous retrouver en fait avec des trucs dedans qui genre de la colle. Oui, des produits qui sont pas vraiment sympas. Et là, pour la peine qu'on a vraiment pas envie de mettre autour des yeux. Non, clairement pas. Donc, non, les contrefaçons on fuit, les dupes on prend. Voilà, donc La plupart, hein. ELF est spécialisé plus ou moins dans les dupes, donc typiquement Oui, le ils Camo ont- Concealer qui est un dupe du tape, ouais, du Tarte Shape Tape. Tu as le primer qui est en fait c'est un dupe d'une marque coréenne qui s'appelle Tasha. Et du coup tu as plusieurs produits qui ont dupé Charlotte Tilbury, notamment au niveau des rouges à lèvres, la fameuse collab avec Jennifer Coolidge que j'ai trouvé magnifique. Donc du coup celui-là qui était censé faire penser au Pillow Talk de Charlotte Tilbury apparemment. Ce qui est rigolo, c'est que les Pillow Talk, c'est quand même surtout des nudes, quoi. C'est ça. Donc, Mais est-ce que c'est vraiment compliqué de duper un nude? Je ne pense pas. Non, et c'est pas les seuls hein, à faire des nudes qui ressemblent au Pillow Talk. C'est ça, non mais c'est surtout qu'en plus le Pillow Talk, je suis désolée, je l'ai acheté, c'est une grosse arnaque. Parce que je suis désolée, 32 balles pour ça. Pour Non. un nude. Un nude qui Qui tient pas. en plus, celui que j'ai eu avait un trou dedans, dans le rouge à lèvres quand je l'ai acheté. Donc non, franchement ça vaut pas le coup, mais bon, c'est voilà. Donc du coup, l'ELF spécialisé dans les dupes, et Charlotte Tilbury a commencé à dire, en gros, vous ne volerez pas l'ADN de ma marque. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que Charlotte Tilbury, concrètement, des contrefaçons, il y en a mais des dizaines et des dizaines. C'est ça, mais Mais ELF, c'était particulièrement pointé, quoi. Mais le truc qui est rigolo avec ELF, c'est qu'au final, est-ce que vraiment les gens qui achètent du ELF achèteraient du Charlotte Tilbury?
Mais c'est pas du tout le même budget. Hein. Je suis pas convaincue. Hein, Il y en a donc, certains, oui. certains peut-être, mais je suis pas convaincue que ce Non. soit une grosse perte de commerce pour elle au final. Surtout que LF, aux États-Unis, c'est vendu aussi en supermarché, quoi. C'est ça. Donc, ouais, non, là, pour la peine, c'est pas du tout la même clientèle. Et ceux qui achètent sur internet, concrètement, ok, ils peuvent acheter l'un ou l'autre. Mais... Après, je suis convaincue que les marques de Sephora visent la populace qui achète en supermarché. Hein. Bah, Je suis convaincue que c'est avec ça qu'ils sont l'Afrique. Hein. Sephora, c'est clairement le. C'est clairement le supermarché du maquillage. Un supermarché qui te fait payer 50 balles le truc. On n'a pas dit que c'était pas un supermarché haut de gamme. Donc Charlotte Tilbury, et du coup, ce qu'elle a fait pour contre-attaquer, entre guillemets, c'est qu'elle a piqué une idée de campagne. Elle a envoyé des colis pillards pour ses rouges à lèvres, ses nouveaux rouges à lèvres à des influenceurs, colis pillards qui étaient vides. Parce que c'est rigolo, mais comme ça, au moins, après, c'est une technique commerciale hein, qui te permet de faire parler de toi. Exactement. Que Personnellement, ce je soit trouve normal, que ça hein, fait un petit peu pathétique, mais... Bah, surtout vis-à-vis de LF. C'est pas le même standing, quoi. Donc, que tu te sentes menacé par une marque petit budget parce qu'ils te font des dupes et que tu reprends leurs idées histoire de dire regardez, je suis au même niveau que vous. C'est à peu près ça, ouais. J'ai trouvé ça assez rigolo et du coup, tu la voyais faire des stories Instagram avec des sacs, tu sais, pièces à conviction, avec les produits que LF avait dupés, du coup. Tu te dis, pour une marque au standing, c'est un peu... C'est moyen, quoi. Voilà, je pense une marque au standing. Genre, je vois pas Chanel... Enfin, si, je vois totalement Chanel faire ça, mais je vois pas Yves Saint Laurent faire ça. Non, clairement, surtout avec leur positionnement maquillage, là. Voilà, tu vois, c'est... Clairement, c'était un peu particulier. Alors, après, le truc intéressant aussi qu'elle a fait ce mois-ci, que j'ai trouvé assez rigolo, c'est qu'elle a décidé de sponsoriser un championnat de Formule 1 qui, en fait, est réservé aux pilotes féminines. Et elle a sponsorisé notamment aussi une voiture que je trouve monstrueusement kitsch, mais... Si tu veux, je vous mettrai... Photo à l'écran. Je mettrai une photo, c'est une voiture avec des lèvres dessus, genre des lèvres, oui. le logo lèvres. Alors, c'est cruellement kitsch, mais j'adore ça. C'est comme les Miata, c'est des voitures qui ont les phares qui se lèvent. Ça leur fait des petits yeux. C'est trop mignon. Après, en Formule 1, j'aurais pas misé là-dessus. Ça montre au moins qu'elle est féministe. Entendez les guillemets. Féministe. Puisqu'elle soutient les femmes. Ce que je trouve assez marrant, c'est que c'est pas la première à avoir eu l'idée, hein, parce que c'est Anastasia Beverly qui il y a pas longtemps avait sponsorisé une pilote dans un championnat traditionnel. Est-ce que Anastasia Beverly va reprendre une idée de campagne de Ah mon Dieu. Parce que, attention, on a copié mon idée. Je pense qu'ils sont un peu au-dessus de ça. En fait, je trouve ça assez intéressant comme que ce soit du coup des marques de maquillage qui sponsorisent des pilotes de Formule 1. Parce qu'en fait, c'est à cette occasion aussi que j'ai appris que tu avais en fait une grosse part de gens qui regardent la Formule 1 qui sont des femmes en fait. C'était genre un 30% je crois dans les statistiques. Ah ouais? Un truc qui est pas dégueu du tout. Ah moi j'en suis tellement pas partie. Et en fait, je connais Nicole, j'ai fait des coucous, Nicole Smithix. Elle fait vraiment coucou derrière la caméra. qui regarde la Formule 1 en fait, et du coup c'est une stratégie pour eux aussi d'essayer de viser et d'augmenter en fait cette part de public féminin. Mais du coup, est-ce que les pilotes qui du coup conduisent sont maquillés en dessous et genre quand elles retirent leur casque, leur maquillage est encore... Je ne sais pas, je ne pense pas. Un super coup de pub. Ce serait génial, mais je ne pense pas. Je suis pas sûre que les produits de Charlotte Tilbury tiennent aussi bien non plus. Ils rigolent pas, hein, mais c'est Pat McGrath qui avait eu un méga coup de pub comme ça, digression totale, qui avait un méga coup de pub comme ça après les concerts de Taylor Swift. La Taylor Swift, c'est la chanteuse américaine qui fait des concerts de 3 heures. Sauf qu'en fait, elle a fait un concert genre sous la pluie, mais littéralement sous la pluie. Hein. Et son maquillage tenait encore. Son maquillage a tenu nickel. Et genre, en fait, c'était que des produits Pat McGrath parce que elle a les moyens, tu vois. Nous, non. Du coup, en fait, ça a genre fait exploser les ventes apparemment. Oui, mais en vrai, pourquoi pas. Du coup, je me dis, franchement, ça, ce serait un bon coup de pub, tu vois. Genre, t'as un pilote de Formule 1 qui est toute maquillée, qui ressort avec le casque et qui fait avec, Charlotte Tilbury. Avec les cheveux complètement mouillés de sueur et tout, mais le maquillage qui est encore bien net, bien propre. En vrai, il faut pas 3 tonnes de maquillage, il faut juste avoir un bon mascara. Un bon pilotoc. Oui, je suis pas sûre qu'il tienne, mais... Non, il tiendra, enfin... voilà, tient quand même un peu. Un mascara, un rouge à lèvres, le teint qui tient. En vrai, ça fait le café, hein. Ouais, je pense que là ça te fait une bonne grosse pub, là, par contre. Hein. Oh oui, parce que là, c'est démontré que ton produit, il est efficace et qu'il a une plus-value.
En plus du coup d'aller choper les personnes qui regardent la Formule 1, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, parce que maintenant au niveau maquillage, il y a beaucoup d'hommes qui se maquillent, Oui. surtout au niveau du teint Mhm. au final. Alors le mascara on va pas aller jusque là, mais beaucoup au niveau du teint. Voilà, mais du coup je trouvais ça intéressant aussi que ce soit des marques de maquillage qui commencent à sponsoriser des trucs de sport pour augmenter la part de viewers féminins. Oui. Et d'avoir plus de pilotes féminins aussi pour augmenter la part de viewers féminins. Et ça change le McDonald's. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde. Si ce format vous plaît, parce que bon, moi ça me plaît. C'est vachement chouette, il y a moins de montage. Et moi, c'est c'est des un bon montages, moment. on discute avec une copine, c'est un bon moment, et c'est des sujets que je trouve vachement intéressants. J'avoue que c'est le truc que je vois jamais sur le YouTube beauté français, mais tout ce qui est justement Sujet le d'actualité. derrière, tu vois, tout ce qui est business, aspect légal et tout. Josette, à quand ta partie de chaîne législation maquillage Je ne sais pas, faudrait que je vois s'il y a plus de sujets qui pop? qui pop comme ça. Parce que moi, franchement, moi je te dis, je regardais ça, je trouvais ça fascinant, quoi. Josette Investigation. Josette Investigation. Et des bisous. Et à la bisous, prochaine. et à la prochaine fois.